Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais traiter trois thèmes qui sont liés, la googlisation, la concentration des médias et les incidences en termes de raréfaction de l'information de qualité. Voilà donc ces trois points qui vont structurer mon exposé, qui se terminera vers une question, est-ce qu'on irait vers une société de mise-information? On en parlera tout à l'heure. Alors tout d'abord, pour parler de la googlisation des médias, je vais commencer par un certain nombre de données qui sont aujourd'hui bien connues, mais il est toujours utile de rappeler l'ampleur de ces données. D'abord, la présence et la puissance de Google fait entrer dans un nouveau monde. Les données qui sont connues, c'est le tsunami numérique provoqué notamment par la loi de Moore et le doublement des capacités de production d'informations. Donc une accélération des capacités technologiques de diffusion de l'information sur les réseaux. Ce phénomène s'appuie sur des capacités technologiques considérables, puisque je rappelle que les serveurs de Google sont installés dans des salles qui comptent plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, qui sont obligés de se mettre près de sources d'eau froide, enfin de sources de rivières, de fleuves, qui permettent de refroidir leurs centres qui fabriquent de la chaleur. Et vous avez là une illustration avec des tuyaux couleur de Google qui permettent de rafraîchir l'atmosphère. Donc c'est des phénomènes numériques, mais ce sont des phénomènes physiques également de grande ampleur. Ces phénomènes technologiques ont débouché sur des nouvelles dimensions de ces entreprises. Là, vous avez l'évolution de la capitalisation boursière et vous voyez que ça traduit une puissance économique d'un nouvel ordre. Alors ça, ce sont les données de 2006 à 2017, avril 2017. Vous allez me dire c'est un peu vieux et j'ai les données évidemment du mois d'août 2018 derrière. Mais là, vous voyez les tendances, c'est la capitalisation boursière, donc c'est ce que représente par exemple Apple, 738 milliards de dollars en capitalisation boursière en avril 2017. Les données les plus récentes, les voici. Vous avez Apple, à peu près 1000 milliards de dollars, Google, 850, Amazon également, Facebook un peu moins, et Microsoft à ce niveau-là. Alors, ce sont des données avec des ordres de grandeur dont on peut se demander ce que ça signifie. Eh bien, ce que ça signifie, c'est que la capitalisation boursière, j'ai mis des GAFAM parce que j'ai ajouté au GAFA Microsoft, la capitalisation boursière des GAFAM est supérieure au PIB de l'Inde ou au PIB du Royaume-Uni ou de la France, c'est-à-dire les 5, 6, 7 premières nations par le PIB au niveau mondial. Donc, c'est supérieur au PIB de l'Inde, l'Inde qui a donc 1,3 milliard d'habitants, comme vous le savez. Cette flèche rouge indique le niveau du PIB de l'Inde à peu près par rapport aux GAFAM. Donc, on est sur un phénomène quand même dont il faut prendre conscience que c'est un phénomène d'une nouvelle dimension. Ça, c'est très important de retenir cette première idée pour parler du rôle de Google par rapport aux médias. Alors, il n'est pas étonnant que la puissance de ces entreprises ait provoqué un nouvel âge des médias qui détruit le modèle traditionnel, parce que cette puissance d'éléphant, en quelque sorte, dans un magasin de porcelaine que seraient les médias, est effectivement frappante. Ce nouvel âge de médias, on en a beaucoup entendu parler, ce sont des plateformes, c'est les mobiles, c'est l'algorithmique, c'est le big data. Mais derrière ces différents éléments, on a aussi, et surtout, je dirais, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, une nouvelle logique éditoriale. Quelle est cette nouvelle logique éditoriale? Eh bien, c'est ce qu'on a appelé la googlisation des médias. Cette googlisation des médias, comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer par référence à la destruction du modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, notamment de la presse, mais on pourrait représenter ici le modèle de la télévision. Quel était ce modèle? Eh bien, c'était assez simple. On partait d'une logique éditoriale. Quel est le contenu qu'on va produire? Donc ça, c'était la mission fondamentale des médias et de la presse. Quelle est la ligne éditoriale d'un journal? Comment on va le produire? Ensuite, il était financé par de la publicité.
et par ailleurs par le paiement des consommateurs, sauf si c'était un gratuit, évidemment. Et grâce à ça, le journal se développait et allait de l'avant avec son concept éditorial. Qu'est-ce qui s'est passé avec Google? Eh bien, c'est très simple. Il n'y a plus de publicité et les lecteurs, ils ont plus ou moins disparu, ou les lecteurs payants ont disparu, puisqu'on peut lire le contenu sur le web sans avoir besoin de payer. Donc évidemment, la destruction est puissante, elle est violente. On comprend maintenant avec ce phénomène qu'on est face à quelque chose de radicalement destructeur. Et dans ce nouveau modèle, eh bien, on peut dire, alors on pourrait en débattre bien entendu, mais on peut dire que ce nouveau modèle n'a plus pour objectif central de produire de l'information. Parce que finalement, bien entendu, produire de l'information reste l'objectif du journalisme et des journalistes, mais si on regarde les objectifs managériaux en quelque sorte, on est face à une nouvelle dynamique, et c'est précisément cette dynamique que j'appelle la googlisation des médias. Alors je ne vais pas vous présenter le modèle dans le détail, mais c'est assez simple, c'est-à-dire que l'objectif finalement, c'est d'avoir du trafic sur les sites web. Grâce à ce trafic sur les sites web, on a évidemment de plus en plus de lecteurs, et éventuellement donc comme corollaire de la publicité, et en même temps, on va pouvoir vendre des services, par exemple tel type de lecteur qui s'intéresserait à des problèmes santé, on va pouvoir le relancer avec des produits santé dérivés. Alors évidemment, c'est un modèle pur, je ne dis pas que c'est le modèle absolu aujourd'hui de la presse, mais je dirais que c'est une tendance de fond, une introduction de la googlisation, avec l'idée qu'on se focalise sur le trafic, sur les données, sur les services, et c'est bien naturel puisqu'il n'y a plus de publicité, ou la publicité est extrêmement déclinante, et il n'y a plus de lecteurs qui sont payants. Donc les lecteurs vont en quelque sorte payer parce qu'il y aura des recettes de publicité grâce à ces flux sur le web, et les lecteurs vont payer s'ils consomment des services. Et donc vous voyez que ça a changé le modèle, c'est-à-dire que la production d'informations ne devient plus centrale, mais c'est la donnée et les services liés à ces données qui deviennent essentiels dans ce système. Donc vous voyez que ce nouvel âge concerne bien entendu non seulement la presse, mais aussi la télévision. Je donnerai quelques exemples pour souligner que GAFA et les autres, Netflix, donc là je n'ai pas parlé de Netflix et de ses entreprises, elles ont des moyens financiers absolument exceptionnels, un capital scientifique et technologique très fort, puisque pour gérer toutes ces bases de données, tous les systèmes marketing, les systèmes analytiques, etc., qui sont derrière, ce sont des équipes de dizaines, de centaines, de milliers d'ingénieurs selon le cas, pour manager le cloud computing, l'intelligence artificielle. Et on peut dire que ces mastodontes, dont on a souligné le poids, ont attaqué le marché des médias et de la publicité sur tous les fronts. Pour vous donner une idée, alors ça c'est un graphique qui a peut-être 2-3 ans, mais ce n'est pas si facile que ça d'obtenir ce type de données. Pour vous donner une idée, ça c'est ce que consomment en termes de trafic ces opérateurs sur le réseau américain. Donc à certains moments, il est possible que Netflix consomme 35% des capacités du réseau. Alors ces choses vont évoluer parce que, je ne vais pas parler de ça, mais la neutralité de l'Internet vient d'être remise en cause par Donald Trump, mais donc c'était l'ancien système. Et dans ce système, vous voyez que Netflix, 35% des capacités totales du réseau, YouTube, 14%. C'est-à-dire à eux deux, ils occupent à peu près 50% des capacités totales du réseau américain de communication, pourtant qui est quand même extrêmement puissant avec des réseaux en fibre optique, etc. Donc on est vraiment sur ce monde très très nouveau, avec des acteurs très puissants. La télévision est évidemment attaquée à travers le fait que le câble et le satellite sont dans des périodes de désabonnement, qu'on a des nouvelles applications qu'on appelle les over-the-top, c'est-à-dire ces télévisions qui ne passent plus par le système traditionnel, mais qui passent justement par Internet, qui passent au-dessus de ce qui existait avant, et ce sont les Netflix, les Apple TV, les Hulu, les YouTube qui sont en train de se développer. Les médias numériques sont en récession, et évidemment, les budgets publicitaires
se déplacent vers le numérique, sachant que le numérique offre des conditions d'achat d'espaces publicitaires sur des tarifs bien plus faibles. Donc, c'est une dimension nouvelle, c'est un ordre de grandeur nouveau, et c'est un déclin violent et inexorable. Je ne vais pas être long parce qu'en 3 slides, on va voir la brutalité de la chose. 3 slides et 3 pays, ou 3 ou 4 slides. États-Unis. Ça, c'est le revenu des journaux américains. Vous voyez, 80 milliards de dollars, 60 milliards de dollars, plus ou moins, au début des années 2000. Et là, on tombe à 20 milliards à peu près. Donc, des revenus qui sont divisés, c'était plutôt 50, qui sont divisés par 2,5. Quelles sont les industries qui résisteraient avec une division par 2,5 de leur chiffre d'affaires? Alors ça, c'était la publicité, d'ailleurs, excusez-moi. C'était uniquement le budget publicitaire qui est indiqué ici. Mais vous voyez que ce budget publicitaire était à l'époque l'essentiel des revenus des États-Unis. Et ici, vous avez le budget qui est lié aux ventes, à la circulation des journaux. Donc, de toute façon, la publicité s'est écroulée et passée d'environ 50 milliards à 20 milliards, donc une baisse de 30 milliards en quelques années. Ensuite, vous avez le même phénomène si vous regardez le nombre d'employés dans les newsrooms des journaux américains. On a le phénomène d'une violence à peu près équivalente, pas loin de 70 000, 80 000 personnes, et vous voyez que ça tombe à 40 000 personnes. Donc c'est également assez violent. Ça, c'est pour la France des projections qui avaient été faites par rapport aux revenus. On était déjà sur cette pente-là, et puis ça avait été prolongé. Donc là aussi, vous avez des dégringolades assez brutales. Et mon collègue Philippe Amédroz vous avait montré ce graphique qui montre là le nombre de journaux de titres et de tirages, et vous trouvez une pente qui est assez brutale. Donc le phénomène de déclin violent et brutal est corrélé à la montée en puissance qui n'est peut-être pas violente, mais qui est très très forte et qui est développée par les GAFA et Google en tête, bien évidemment. À partir de là, que se passe-t-il? Évidemment, quand les journaux sont en difficulté, on fait de la concentration. C'est une réponse, c'est ce qui se passe actuellement en Suisse. Et une concentration, quel est ce degré de concentration? Comment évolue-t-il? Eh bien, voilà la situation en 2005 en Suisse. Vous voyez qu'en 2005 en Suisse, les 4 premiers groupes suisses avaient à peu près 54% du marché, les autres avaient 46%. Aujourd'hui, on est passé de 81% pour ces 4 premiers groupes et les autres ont 19%. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il commence à y avoir réellement un problème de concentration. Et nous avons fait des calculs que je ne vais pas présenter ici dans le détail parce qu'ils sont assez compliqués. Sachez simplement qu'ils sont définis selon les normes et la méthodologie de la Federal Communication Commission. C'était une étude qu'on a fait au niveau mondial avec des collègues de Columbia. Et ce qui se passe quand on fait les calculs de concentration, on voit que la Suisse était ici. Alors, le bleu, c'est le marché atomistique parfait. Le rouge ici, c'est le monopole. Quand on fait les calculs sur la Suisse, on voit que pour la presse écrite, on était en 2005 à un indice qui est ici. On va dire que c'est dans le... Je ne vais pas commenter le niveau, là, ça n'a pas d'intérêt. Mais on est dans le vert, ça veut dire qu'on est dans une utilisation plutôt d'une presse qui fonctionne bien avec pas mal de concurrence. C'est une situation très satisfaisante. Et bien là, on commence à rentrer dans la zone rouge, c'est-à-dire on commence à être dans une situation où la concentration devient préoccupante, sachant que les indices et les couleurs, en quelque sorte, nous les avons établis par référence aux données et à la méthodologie de la Federal Communication Commission. Donc on a ce phénomène de concentration. Phénomène de concentration, évidemment, ça s'accompagne d'une information raréfiée, puisque forcément, une information de qualité, une information journalistique raréfiée, puisqu'il y a de moins en moins de journalistes qui travaillent, donc forcément, in fine, il ne peut y avoir que de moins en moins de sujets qui sont traités. Et de plus, cette information, elle est valorisée par les GAFA, c'est-à-dire non seulement les médias continuent à fabriquer de l'information, mais qui valorise l'information? Bien, ce sont les GAFA à travers
les publicités qu'elles vont capter. Ça, c'était une étude qu'on avait faite en 2015. En 2015, on était parti de la structure du marché publicitaire qui s'établissait comme cela, avec encore, vous voyez, 34% de publicité pour le print à l'époque, c'était pour le marché suisse. Et on avait fait la prévision suivante, et on ne s'est pas trompé, malheureusement, si je puis dire, mais on ne s'est pas trompé, puisqu'on avait dit, bon, petit à petit, eh bien, cet espace de publicité va être envahi par Facebook, par le display sur Internet, par le search engine, par l'emailing. Et en réalité, ça veut dire que toute cette partie du marché allait être captée par les GAFA, entre autres, enfin, principalement. Et donc, l'information qui est produite par les médias est valorisée par les GAFA à travers les recettes publicitaires, mais non seulement elle est valorisée, et ça c'est quelque chose qui est peut-être pas suffisamment mis en avant, non seulement elle est valorisée par les GAFA, mais elle est contrôlée par les GAFA. Elle est contrôlée dans les GAFA par les GAFA parce que, par exemple, si vous regardez un journal comme Le Temps, pour le trafic qu'il propose, pour le trafic qui arrive vers le journal Le Temps par les réseaux sociaux, eh bien, il n'y a pas de concurrence puisque Facebook, ou une concurrence très faible, Facebook contrôle à peu près 86% des informations qui arrivent sur le journal Le Temps via les réseaux sociaux. En ce qui concerne Google, c'est Google plus Google News, eh bien, c'est 99%. Donc, l'information est valorisée par les GAFA, la diffusion est contrôlée par les GAFA. J'ai fait les mêmes calculs pour la Tribune de Genève. Ça donne 95% pour Facebook. Ça donne 98% pour la Tribune de Genève en ce qui concerne Google. Donc vous voyez qu'on a les bases du problème qui est devant nous, qui est un peu le problème de la journée, puisque c'est comment l'information peut-elle être produite, doit-il y avoir des aides publiques, etc. On voit l'ampleur du problème. Et c'est pour ça que cette ampleur du problème me conduit à dire qu'on est vers une société de misinformation. Alors, ce n'est pas parce que je veux introduire un terme anglais pour faire savant, mais j'ai utilisé misinformation plutôt que désinformation, parce que le terme anglais permet de coupler deux idées qui s'ajoutent. C'est l'idée de désinformation, mais ce n'est pas tellement ça le problème à mon avis, mais c'est surtout une information fausse ou une information par défaut, une information qui n'est pas de qualité, en fait, qui n'est pas contrôlée. Donc il peut y avoir des erreurs volontaires ou pas dans cette société de désinformation. Pourquoi de misinformation, pardon. Pourquoi ? Bien parce que les ressources vont vers les plateformes. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite par un collègue canadien il y a quelques années qui disait si le contenu est le roi, la connectivité est l'empereur, et qui montrait que ce sont les plateformes. Alors je vais expliquer pour le cas suisse ce que j'entends par plateforme avec les calculs, mais vous voyez que les finances vont sur les plateformes et la technologie et ne vont pas sur le contenu des médias. C'est ça l'idée qui est derrière. Et on a fait les calculs pour la Suisse, et voilà ce que ça donne en termes de chiffres pour la Suisse. On a ici les services de télécommunications fixes, les ressources des services du secteur des services de télécommunications fixes, des mobiles et des accès Internet hors GAFA. Donc si on rajoute les GAFA, ça va encore aggraver la situation, bien sûr. Et vous voyez qu'ici, c'est des ressources dans les 20 milliards de francs à peu près, alors que la presse a comme ressources dans les 3 milliards de francs et la télévision, la SSR, donc dans les 1, et quelques milliards de francs, pas loin de 2 milliards de francs. Donc vous avez là toute l'étendue du problème, c'est-à-dire que ceux qui produisent d'informations ne gagnent pas d'argent, ce n'est pas eux qui contrôlent le marché, il y a des monopoles, il y a des GAFA avec une puissance extrêmement grande, et donc c'est pour ça que le problème pour l'instant avec ces paramètres économiques n'est pas près d'être résolu. On a des clivages préoccupants qui sont derrière, et là je vais aller assez vite, mais ça c'est par exemple une enquête qu'on avait faite sur les pertes de confiance envers les médias. 24% de confiance seulement, c'est une enquête qu'on avait faite en collaboration avec la RTS sur un projet où on avait été interrogé 10 000 jeunes romans. Donc c'est quand même... On avait vérifié les statistiques, la représentativité. Donc ça montre ces problèmes de génération qui existent, qui ont été évoqués dans les exposés précédents. Et on retrouve cette idée qui est frappante quand on regarde en termes de clivage générationnel.
Ici, vous avez les jeunes. Les jeunes, ils sont sur le online, dont les réseaux sociaux, dont les médias sociaux. Les jeunes, ils sont là. C'est les 18-24 ans. Et puis, à l'autre opposé, les 55 ans et plus, ils sont ici. C'est-à-dire qu'ils regardent la télévision. Donc, derrière, on a ces problèmes qui accompagnent cette googlisation, qui accompagnent cet essor des réseaux sociaux. Et c'est un arrière-fond que je voulais signaler. Une société de misinformation, pourquoi? Alors, je vous renvoie à un intéressant article qui vient de sortir, et j'ai mis les auteurs ici. Ils disent que finalement, dans le nouvel âge digital, non seulement il y a des fake news, etc., mais il y a quelque chose de plus grave encore, c'est qu'il y a de l'information, même qui peut être bonne, mais que les gens interprètent de façon fausse, avec leur façon de voir. Donc, c'est-à-dire que ça renforce encore les phénomènes de mauvaise information qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et il y a une enquête qui a été faite par le célèbre Pew Research Center qui a montré qu'après avoir interviewé 1116 experts, eh bien, la réponse était plus ou moins pessimiste, c'est-à-dire que est-ce qu'on serait capable de bloquer ces fausses informations? Est-ce qu'on serait capable de développer des informations plus précises? Eh bien, ils étaient, disons, on va dire, assez sceptiques par rapport à ce type de problématique. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des pseudo-connaissances sur la base d'informations vraies qui envahissent progressivement la toile. Et donc, je voulais conclure par cette présentation, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ce ne sont pas des chiffres vrais, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fabriqué artificiellement ce schéma, mais si on regarde les chiffres du nombre de journalistes et qu'on dit finalement l'information sur la zone romande, elle est fabriquée aujourd'hui avec 500 journalistes, je donne des chiffres faux, mais si on divise par 2 ces journalistes, ça veut dire que la production d'informations par des professionnels de l'information, elle suit une pente décroissante, alors que dans le même temps, on a, et là j'ai fabriqué un petit peu une exponentielle, on a un accroissement, une augmentation très forte de la demande d'information qui est exprimée sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. Et évidemment, il y a un écart qui est ici entre l'information qui est produite, elle est là, l'information qui est demandée, elle est là. Et qu'est-ce qui va, comme la nature horreur du vide, qu'est-ce qui va venir boucher le trou? Eh bien, il y aura certainement des personnes intelligentes qui vont mettre des choses tout à fait intéressantes sur le web, mais on peut craindre qu'une grande partie de cet écart ne soit comblée par, enfin on peut observer aussi, ne soit comblée par des informations qui sont des fake news, des informations en boucle qui tournent beaucoup. Ça c'est un autre phénomène, c'est-à-dire on dit on a beaucoup d'informations. Oui, mais c'est la même information qui est reprise 10 fois par des réseaux sociaux, donc il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de nouvelles informations qui apparaissent en fait. Et donc voilà, c'est un petit peu ça la conclusion de cette présentation. Est-ce qu'on va vers cette société qui serait une société non plus de l'information, comme on avait vu à l'introduction, avec l'accélération des capacités technologiques, mais une société de misinformation? Et si ça vous intéresse, je vous ai mis ici quelques sources bibliographiques et l'exposé sera présenté, je crois, sur le site web de la ville de Genève. C'est bien ça? Absolument. Très bien. Voilà. Merci. Merci pour cet exposé à la fois terrifiant et implacable, qui pour moi expose une chose très claire, c'est que c'est un problème politique au plein sens du terme et que la solution passe par le politique au plein sens du terme et que honneur doit être rendu à la Commission européenne en particulier qui au moins essaye sur un plan fiscal de faire en sorte que ces gens en plus payent simplement le minimum d'impôts. Ceci dit, j'ai une question malheureusement de compréhension, vous m'excuserez. Est-ce que vous pouvez... J'ai pas compris ce que le temps et la tribune de Genève, les histoires de circulation, je crois que c'est les 99%, etc. J'ai pas compris si vous pouvez revenir là-dessus. Et merci encore. Alors d'abord, pour revenir sur ce que vous disiez, oui, c'est un problème politique et on peut aussi remercier, on verra comment va se passer la suite, mais hier a été voté le principe du droit voisin pour les médias, c'est-à-dire que
le phénomène suivant va commencer à se produire et tout reste à faire, mais le principe est maintenant en place. C'est-à-dire que les médias vont être à même de demander à Google de payer quand ils utilisent du contenu qui viennent Donc ça va changer le phénomène. Le problème que je vois pour l'instant, c'est que quand ça va se faire, comment Axel Springer, enfin Didier Pillard me contredira si je me trompe, mais sauf erreur de ma part, Axel Springer est en bataille permanente depuis de nombreuses années pour, je me souviens de l'exposé du représentant d'Axel Springer suisse, je crois, enfin, qui disait nous, on n'attend pas de Google qui nous fasse de l'aumône, on attend qu'ils nous envoient un chèque pour payer ce qu'ils doivent. Donc c'est pas si facile. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un progrès considérable, mais je me demande comment ça va être organisé concrètement. Voilà, c'est ça. Et donc, ça va prendre certainement plusieurs années avant que ça se mette en place. Mais c'est une évolution importante, en dehors et en plus de la taxation des GAFA. Alors, ce graphique, vous avez raison de me le dire, il est très intéressant, mais je n'ai pas plus que ça comme données à vous fournir, parce qu'il faudrait demander au Temps ou à la Tribune de Genève de donner les statistiques complètes. Cette statistique-là, elle indique uniquement les données qui arrivent vers le journal Le Temps, parmi, quand on a du flux qui vient de Facebook pour se rendre sur le journal Le Temps, eh bien, parmi ce trafic, 86%, parmi les réseaux sociaux, 86% viennent de Facebook. Voilà, c'était pour montrer la force de Facebook ou la force de Google. Ce que je n'ai pas comme statistique, mais Didier Pillard doit avoir ces statistiques, ce que je n'ai pas comme statistique, c'est qu'est-ce qui vient par leur propre référencement à eux directement. Bon, ben voilà, c'est ce que je pensais, mais je préférais être prudent. Ouais. Donc finalement, c'est presque vrai, ça. Oui, non, mais attends, moi j'ai un petit problème là-dessus en tant que journaliste. Hein. OK, le flux de ce qui est apporté à une rédaction, comme Le Temps, est peut-être 99% en provenance de Google et Google News. Maintenant, ça ne veut pas dire que le journaliste va se contenter de ça, dans ce qu'il va ensuite mettre dans le temps. Moi, je dis, à l'époque où il n'y avait pas Google ou Google News, 80 à 90% de l'information qui arrivait dans une rédaction venait par l'AFP, Reuters, etc. Hein? Ça ne veut pas dire pour autant que mécaniquement le Temps ou n'importe quel journal allait transcrire cette information comme ça. Notre métier de journaliste, c'est à partir de cette information qui nous arrive, de la vérifier, de l'incarner en allant chercher des témoignages, etc., etc. Donc moi, je ne vois pas le problème là, personnellement. Je comprends je pense qu'il y a ce que j'ai voulu dire, et c'est l'ambiguïté du terme information. Quand je dis qu'il y a l'information qui est contrôlée, je veux dire que ce sont les flux d'informations qui sont contrôlés. Ça ne veut pas dire, et j'aurais dû mettre oui, j'ai mis une diffusion, ce sont les flux. Alors, quand je dis qu'il les contrôle, ça veut dire qu'il les contrôle au sens orwellien du terme. Ça veut dire que simplement que c'est eux qui alimentent, qui amènent le tuyau vers ces médias. Ça ne veut pas dire... Ça... Oui, mais... Ça ne remet pas du tout en cause le travail journalistique. Ce que ça interroge, c'est sur la puissance de ces acteurs. C'est tout ce que je veux dire. Rien d'autre. Le travail journalistique, enfin, je crois l'avoir pas mal défendu déjà ce matin et puis même dans mon exposé, le travail journalistique, au contraire, doit être renforcé et il est totalement indépendant et il n'est pas contrôlé par Facebook ou par Google, j'en suis tout à fait conscient. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut bien dire de quoi on parle. Ça, c'est la source de trafic. C'est-à-dire que, moi j'ai l'expérience au matin, mais j'ai un vague souvenir des chiffres de la TG notamment. C'est-à-dire que vous avez comme source de trafic les réseaux sociaux, vous avez comme source de trafic ensuite les moteurs de recherche, ensuite vous avez les gens qui tapent votre adresse directement, et ce cumul de tout cela compose la totalité de votre trafic. Sur un journal comme la Tribune de Genève, le trafic rentrant par les réseaux sociaux, ça doit être du 15%, quelque chose comme ça.
Au matin, et je me souviens, on avait le taux le plus élevé parce que je voyais les chiffres des autres, c'était 20%, ce qui vous rend dépendant. Un cinquième de votre trafic est dépendant de Facebook. C'est-à-dire que le jour où Facebook change l'algorithme, ce qu'ils ont fait récemment, mais là on s'en est encore pas trop mal sorti, le jour où Facebook change l'algorithme, il se peut que vous deviez changer toute votre stratégie parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 20% de votre trafic. Donc ce qu'on voit là, à gauche, c'est la représentation, alors je ne sais pas autant, mais c'est en tout cas entre 10 et 20% de leur trafic total, ce qu'on a là. Il faut bien comprendre ça. Et c'est la manière dont les gens arrivent sur le temps. Et ce qu'on a à droite, c'est un autre bout d'un plus gros camembert qui concerne les moteurs de recherche. Mais ce qui revient à la conclusion de M. Badillo, c'est que Facebook est le réseau social qui écrase le trafic quand on utilise les réseaux sociaux comme source pour l'information. Et on se souvient, je crois que c'est dans la présentation de M. Amedro, on a vu, c'est les chiffres de Reuters, que Facebook est la première source d'information juste devant YouTube. Et voilà, c'est cette force-là, je pense, qu'il faut retenir. Pardon d'avoir été un peu long, mais je tenais à préciser qu'on comprenne bien les choses. Je vous remercie beaucoup parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Et en fait, je ne voulais pas simplement l'écrire, je voulais montrer des graphiques qui aient quelques chiffres pour faire parler les statistiques qui sont, comme vous le disiez, je ne sais pas si elles sont effrayantes ou implacables, mais enfin, je pense que c'est un problème qu'il faut analyser aujourd'hui au niveau de... En tant que chercheur, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. Moi, ma question, elle est précisément sur la presse écrite. Par rapport à ce sondage auprès des jeunes sur la fiabilité de l'information, est-ce qu'on a des données sur la fiabilité conférée à la presse écrite en particulier? Et puis par rapport à l'avenir de la presse écrite, qu'est-ce que vous imaginez? Et est-ce que les GAFA sont les seuls, entre guillemets, responsables de la mort lente, progressive et annoncée de la presse écrite, en Suisse en particulier, du fait des revenus publicitaires phagocytés par eux? Du fait des revenus? Du fait que les revenus tirés de la publicité sont phagocytés par les GAFA. Quel modèle économique pour la presse écrite en particulier? Alors, il y a deux questions là. La première question, c'est la question qui a été posée dans cette enquête. Je ne m'en souviens pas explicitement, mais c'était quelque chose. À quelles institutions faites-vous plutôt confiance? Et puis, il y avait les institutions qui étaient là. Et puis, donc, les médias, en général, pas la presse écrite en particulier, inspiraient confiance à 24,4% des jeunes. Voilà pour la première réponse. La deuxième réponse, il est clair, la deuxième question, il est clair que tout ne vient pas des GAFA, mais c'est sûr que quand on a des problèmes budgétaires qui sont ceux qui sont actuellement posés à la presse écrite, forcément la production d'informations, en ayant des critères purement quantitatifs, il y a de moins en moins de journalistes, il y a de moins en moins de couverture, il y a de moins en moins de capacité de faire des enquêtes, et petit à petit, même si ça a été montré clairement par Philippe Amedroz, la Suisse a un paysage médiatique qui était opulent. Il est peut-être encore riche aujourd'hui, entre guillemets, comparativement à d'autres pays, mais forcément, on est sur un déclin. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de ressources qui sont mises en œuvre pour faire des informations, pour faire des enquêtes, pour faire des analyses. Des analyses, des enquêtes, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, on a forcément des mécanismes qui sont appauvrissants et qui ne vont pas dans le bon sens. Alors, ça se combine avec les disons que les GAFA là, ont un rôle de pression économique très, très fort puisqu'ils captent les ressources. Une question dans le fond, là-bas. Oui, c'est pour revenir sur les graphiques où vous montriez que Facebook avait l'hégémonie sur les réseaux sociaux. J'ai de la peine à comprendre la totalité du camembert. Ça inclut l'app aussi du temps ou de la TG. Ça inclut alors quels réseaux sociaux? C'est sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc là, vous trouvez d'autres types. Sur les autres types de réseaux sociaux, Facebook à lui seul concentre 86%
des trafics parmi l'ensemble des réseaux sociaux, pour le temps uniquement. Les seuls moyens, en fait, dans les 14%, il y a les... Il y a les d'autres autres réseaux réseaux sociaux qui conduisent à arriver sur le journal Le Temps. Je ne sais pas si Instagram a des liens vers Le Temps ou des choses comme ça, quoi. Bien sûr, je suis en désaccord avec tout ce que j'ai entendu. Ça, c'est bien ce que je redoutais. Même les virgules et les éternuements, d'autant plus que je me suis pris de bec avec mon groupe dehors, donc il faut bien que je me venge sur quelqu'un. Alors, ça, c'était ce que je redoutais. On aurait pu éviter la dernière question. Votre modèle d'analyse, à mon avis, il souffre d'un défaut. Si, effectivement, on peut dire les GAFA parasitent les médias, parce qu'ils prennent les excellents médias dont rêve le public et il les met gratuitement en ligne. Donc le public qui rêve des bons médias, c'est qu'il peut les trouver en ligne gratuitement. Jusque-là, mais je suis d'accord. il n'est pas sûr que le public, depuis qu'il y a le web, rêve des médias dits de qualité et que quand il va sur le web, ce soit pour lire juste gratuitement ces médias de qualité. Parce que ces médias ont fait beaucoup d'efforts et pendant des générations, ils ont dit la qualité, c'est nous. Et ça vaut même pour les publicitaires. Puis les publicitaires, même s'ils n'aiment pas nos articles, ils mettent la pub chez nous parce qu'ils savent que nous sommes crédibles et donc leur pub sera crédible. Mais depuis qu'il y a le web, justement, le problème, c'est que le roi est nu. Ça a été l'heure de vérité pour toutes ces prétentions. Et il se trouve que les médias de qualité ne sont plus qu'une goutte dans un océan et que plus rien ne les distingue de tout ce qu'ils parasitaient avant, parce qu'avant, c'est eux qui parasitaient les rapports de l'ONU, les documents des ONG, les avis des citoyens. Et maintenant, tout ça est directement en ligne. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas face aux parasiteurs parasités? Alors, je donnerai comme réponse simplement, Philippe va me rafraîchir la mémoire, est-ce que c'est le Wall Street Journal ou le Washington Post qui a 2 500 000... C'est le Guardian. Non, ah, tu parles aux États-Unis. Enfin, un des journaux américains, là, j'ai plus en tête lequel, il a maintenant considérablement progressé. Je crois qu'il a 2 500 000 lecteurs réguliers sur son journal. Et ça prouve qu'il y a des journaux de qualité, ça existe. Et je pense que Didier Pillard pourrait vous le confirmer aussi, c'est-à-dire que je suis persuadé, tout n'est pas de qualité, mais il y a des journaux indéniablement de qualité qui, maintenant, commencent à faire payer d'ailleurs le contenu. Eh ben, on n'est pas de la même religion. C'est Daniel ? Oui, on a l'espoir d'être... excuses. Bien sûr, on a l'espoir effectivement d'avoir la même chance que le New York Times avec le temps. C'est une niche, c'est 6% de pénétration en Suisse romande. Enfin, on voit quand même que les gens sont prêts à payer pour l'information, sont prêts à la lire et sont prêts à la payer cher. On a une bonne progression des abonnements digitaux ces 2 dernières années qui est assez encourageante, donc tout n'est pas noir.